Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de littérature antique. Je me suis dit que je pourrais vous recommander 5 auteurs par lesquels commencer à lire de la littérature antique. Donc voilà, je vous ai concocté cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà un membre de ma petite communauté. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu certaines de ces œuvres et ce que vous en avez pensé et à faire vos propres recommandations. J'ai choisi des auteurs grecs et latins un peu indifféremment. Je pourrais faire des recommandations précises pour la littérature grecque ou la littérature latine, mais je pense que c'est bien pour quand on commence d'avoir un panorama assez général et de pas forcément se limiter à l'une ou à l'autre. L'idée, quand on commence à en lire, c'est de picorer par-ci par-là, pas forcément de commencer avec des énormes textes. Voilà, c'est pas la peine de lire l'enquête d'Hérodote pour commencer, mais voilà, de trouver des œuvres courtes qui demandent pas forcément énormément de contexte. Alors souvent quand même dans la littérature latine et grecque on a besoin d'un peu soit de contexte historique, soit de contexte littéraire, soit de connaissances en mythologie au moins basique pour pouvoir se plonger dans ces œuvres parce que c'est omniprésent quoi. Ce serait comme essayer de lire de la littérature romantique sans avoir aucune notion de la littérature biblique. Mais c'est important d'avoir un peu de contexte, mais il peut s'acquérir au fur et à mesure des lectures aussi. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des auteurs qui ont comme ça des textes courts et variés et qui ne demandent pas forcément énormément de culture antique avant de les lire, ou de vous proposer en tout cas des auteurs qui peuvent servir de tremplin à l'acquisition d'une connaissance plus large sur l'Antiquité et la littérature antique en général. Alors le premier auteur que je vous recommande de lire par petites doses comme ça, si vous commencez la littérature antique, c'est Plutarque. C'est un auteur grec qui est né vers 46 et qui est mort vers 125 après Jésus-Christ. Donc c'est pas la Grèce classique, hein. C'est un auteur qui justement a un regard un petit peu qui embrasse toute l'histoire déjà de la littérature grecque et un peu romaine aussi parce que évidemment il a des liens avec Rome. Il a eu une carrière politique sous Vespasien, Trajan et Adrien. Il me semble même qu'il a eu la citoyenneté romaine, qu'il avait un nom romain, etc. C'est un auteur donc que je vous recommande de lire pour commencer parce que justement son œuvre permet de voir un panorama général de la culture antique et il écrit des œuvres qui sont fragmentées et que vous pouvez du coup explorer en picorant par-ci par-là. Donc ces deux grandes œuvres, c'est les vies parallèles. Donc ça c'est une œuvre très intéressante d'histoire où il rassemble des biographies. Donc il y en a 50 il me semble, dont 46 sont présentées mises en parallèle, présentées en paire, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met toujours en parallèle un homme romain et un homme grec. Et du coup ça permet de faire un petit peu une histoire comparée des deux civilisations, de se faire un petit peu une représentation panoramique. Mais son autre œuvre, c'est plutôt pour celle-là que je vous recommande de le lire, ce qu'on appelle les Moralia, les œuvres morales. C'est une œuvre qui regroupe plein de petits textes. Donc c'est des textes qui sont souvent philosophiques, mais ce qui est aussi bien avec Plutarque, c'est qu'il ne va pas aller dans la philosophie métaphysique, il va pas s'éloigner trop du monde réel dans sa philosophie et du coup c'est assez accessible. Plutarque, le mouvement philosophique auquel il appartient, c'est le médioplatonisme, donc c'est un mouvement philosophique qui s'inspire beaucoup des écrits de Platon, mais avec quelques petits changements quand même. Dans lesquels je vais pas rentrer maintenant parce que c'est un petit peu compliqué. Mais il est aussi influencé par Aristote et par le stoïcisme. Donc c'est pareil pour sa philosophie, il va picorer un peu partout dans un peu tous les mouvements philosophiques qui ont existé dans l'Antiquité, sauf l'épicurisme, il me semble qu'il rejette pas mal l'épicurisme. Et pour chacune des œuvres, je vous lirai, et pour chacun de ces auteurs, je vous lirai un petit extrait, comme ça vous donne un petit avant-goût de ce à quoi ça peut ressembler. Évidemment, ce sera pas représentatif de l'ensemble de leur œuvre, mais ça peut voilà, vous donner un petit avant-goût. Le passage que j'ai choisi de vous lire chez Plutarque, c'est le début d'un court traité que je trouve très intéressant, Plutarque pour par exemple la question du végétarisme, c'est très intéressant. Et donc le passage que je voulais vous lire, c'est le début de son petit traité, si on peut dire, parce qu'en fait c'est un dialogue
qui s'intitule « Que les bêtes ont l'usage de la raison ». Et en fait, c'est un dialogue entre Ulysse, Circé et Gryllus, qui est un ami d'Ulysse qui a été changé en bête par Circé. Gryllus va faire l'éloge de la vie animale à Ulysse, qui pense que d'être un animal c'est la pire chose possible, alors qu'en fait Gryllus, ce qu'il va essayer de montrer à Ulysse, c'est qu'en fait il est beaucoup plus heureux depuis qu'il a été changé en animal par rapport à sa vie humaine avant. Alors je vous lis juste le début parce que c'est pas très long, mais bon, je veux pas que la vidéo dure 45 minutes. Ulysse. Oui, Circé, il me semble maintenant que je comprends bien ce que vous venez de m'apprendre et que je ne l'oublierai point. Mais je voudrais savoir de vous, si parmi ceux que d'hommes vous avez changés en loup et en lion, vous avez quelques Grecs. Circé. J'en ai un grand nombre, ô mon Ulysse adoré. Mais pourquoi cette question? Ulysse. Parce que je crois, à ne rien vous cacher, que j'acquerrai des titres bien honorables à l'admiration de la Grèce, titres que je recevrai de vos mains si grâce à votre bienveillance je rendais à mes compagnons la forme humaine, et si je ne les laissais pas avec indifférence vieillir contre nature dans des corps d'animaux, condition si déplorable et si humiliante. Circé. Voilà un homme qui dans sa folie veut rendre non seulement ses compagnons, mais ceux qui lui sont étrangers, victimes de son désir de gloire. Ulysse. C'est une autre sorte de breuvage destiné à troubler ma raison que vous me préparez en parlant ainsi. Oui, Circé, de moi vous ferez complètement une bête, si vous parvenez à me persuader que ce soit un malheur de redevenir homme, de bête qu'on était. Circé. Et quoi? Ne vous êtes-vous pas montré 100 fois plus absurde en ce qui vous regarde vous-même? Vous renoncez à passer avec moi une vie qui pourrait être immortelle et exempte de vieillesse, pour aller retrouver une femme mortelle, et permettez-moi de le dire, une créature maintenant décrépite. Vous avez hâte d'affronter de rechef des maux sans nombre, espérant que cette constance vous rendra plus célèbre et plus renommé encore que vous ne l'êtes aujourd'hui. Au lieu de la réalité, vous courez après un bonheur imaginaire, vous poursuivez un fantôme. Je peux sauter un petit peu plus loin. Gryllus, quelle question veux-tu m'adresser? Ulysse, vous êtes né homme, je le sais. Je vous plains tous de la condition où vous voilà réduit. Mais il est bien naturel que ma compassion s'augmente quand ce sont des Grecs qui frappent une telle affliction. Aussi viens-je d'adresser mes supplications à Circé, afin qu'elle délivre celui de vous qui le désirera, et que, le rétablissant dans sa forme première, elle le renvoie au milieu de nous. Gryllus. Halte-là, Ulysse, n'ajoute pas un mot de plus. Apprends que tu nous inspires à tous un profond mépris. C'est bien la peine en vérité d'avoir le renom d'habile homme et de passer pour doué d'une prudence à nulle pareille. Quoi? Tu as peur d'échanger une condition pire contre une meilleure? Tu n'y as pas réfléchi. Comme les enfants redoutent les potions médicinales et reculent devant le malaise passager qui, de malades et d'irréfléchis qu'ils sont, les rendra mieux portants et plus sensés, de même tu as repoussé l'occasion qui t'était offerte de devenir autre. À l'heure qu'il est, tu trembles et redoutes en secret que Circé, avec qui tu vis, ne fasse de toi sans que tu t'en doutes un sanglier ou un loup. Tu voudrais, quand nous vivons au sein de l'abondance et de la félicité, nous déterminer à quitter de tels biens, et celles qui nous les procurent, pour nous embarquer avec toi, pour redevenir homme, c'est-à-dire créature misérable entre toutes. Si vous aimez déjà la mythologie, là vous voyez qu'il y a un petit peu enfin il ajoute une scène à l'Odyssée où il imagine une scène qui aurait pu se passer pendant le passage d'Ulysse chez Circé. Et je trouve ça très amusant parce que du coup ça permet de rajouter des niveaux de lecture à ces mythes et puis de les... Enfin je sais pas, de retrouver ces personnages qu'on aime bien. Et moi ça m'amuse beaucoup que Plutarque, à travers le personnage de Gryllus, se moque, et de Circé d'ailleurs, se moque d'Ulysse parce que, voilà, j'aime pas beaucoup Ulysse. C'est vraiment une œuvre variée et accessible que je pense, voilà, vous pouvez commencer à explorer en ayant peu de connaissances de littérature antique. D'ailleurs, tous les textes que je vous lis là, ils sont disponibles sur le site de Remacle dont je parle souvent. C'est un site qui propose des traductions, des versions numériques des textes en grec et en latin parfois. Bon, c'est souvent des traductions un peu... vieillies, des traductions libres de droit en fait, donc des traductions du 18e, 19e siècle. Donc elles sont pas toujours très près du texte et tout. Pour faire du petit latin, c'est parfois un peu compliqué parce que ça s'éloigne pas mal. Mais voilà, pour lire comme ça les textes sans avoir besoin d'acheter les budets, c'est bien. Après voilà, une autre remarque que je peux faire, c'est de choisir votre édition en fonction du degré de précision que vous voulez dans les explications qu'on apporte au texte que vous voulez lire. Parce que si vous achetez des poches en traduction, par exemple chez Folio ou ce genre de choses, vous aurez souvent une préface qui peut être plus ou moins bien faite, mais assez peu de notes. Alors il y aura peut-être quand même des notes sur les références mythologiques et tout, mais il y aura peu de notes sur le texte, sur les sous-entendus, etc. Alors que si vous achetez les éditions Budé, alors
parfois les budets de poche sont enfin ils sont toujours très bien, mais je veux dire tous les textes antiques n'ont pas été édités en livre de poche, en budet de poche. D'ailleurs je sais pas trop si plus tard que c'est le cas, ou alors ça va être des courts textes et pas l'ensemble des œuvres morales. Les œuvres morales ça fait je sais pas 5, 6, 7 budets, donc c'est voilà, c'est vite, ça chiffre vite. Donc si vous voulez juste lire le texte une première fois sans aucun appareil de notes ou quoi que ce soit, je vous recommande le site de Remacle. Si vous voulez un niveau de notes, une quantité de notes minimale, je vous recommande d'acheter une traduction en poche. Et si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous recommande d'acheter quand même les budets. Donc soit les budets en grand format, là, les jaunes ou rouges, soit les budets de poche qui sont déjà très bien, et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire si vous faites un peu de latin et de grec, parce que si vous en faites pas, c'est pas non plus indispensable d'avoir le latin ou le grec à côté. Mais voilà, donc choisir son édition c'est aussi important. Mais de toute façon je parle de tout ça dans une autre vidéo que j'ai faite l'été dernier, il me semble, ou l'année dernière, que je vous mets dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, je pense qu'il est là, et je vous laisse aller voir ça. Donc voilà pour Plutarque. Le deuxième auteur que je vous recommande, cette fois c'est un auteur latin de théâtre, c'est Plaute. Je vous recommande de lire Plaute parce qu'en fait c'est un auteur qui a beaucoup influencé Molière, et en général on a pour la plupart étudié Molière au cours de notre scolarité, et donc on a les clés pour un petit peu lire ce genre de texte. Par exemple le l'Avare de Molière s'inspire très largement de l'Amphitryon de Plaute, et donc voilà, c'est des pièces qui nécessitent pas une grande connaissance mythologique, parce qu'elles décrivent des situations du quotidien, de la vie quotidienne à Rome, des interactions entre les différentes classes sociales, entre les maîtres et leurs esclaves, entre les femmes et les hommes et tout ça. Après évidemment plus on connaît de choses et plus on découvre de choses dans les textes, mais c'est très abordable, donc voilà. Et puis si vous avez lu un petit peu Molière ou un petit peu Shakespeare aussi, vous pourrez très facilement rentrer dans cette œuvre. Donc juste pour info, Plaute c'est un des premiers auteurs de théâtre latin. Lui il a vécu entre 254 et 184 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est vraiment un auteur comique de théâtre, voilà, je pense que lire des pièces de théâtre ça peut aussi être une bonne manière d'entrer dans la littérature antique, mais il y a différents niveaux de difficulté. Je trouve que lire Échille ou Euripide, Sophocle peut être un petit peu difficile parce qu'il faut un gros bagage mythologique quand même pour comprendre toutes les références et tout. Alors ça se fait, hein, parce que voilà, mais il y a des choses qui vont vous passer par-dessus la tête et peut-être que ça va être frustrant de pas reconnaître les personnages, etc. Alors que chez Plaute, on n'a pas cette limitation par la mythologie et l'érudition hellénistique ou latine. Donc le passage que j'ai décidé de vous lire, c'est un passage de l'Asinaria, de l'Asinaire ou la Comédie des ânes. Donc dans cette pièce, le personnage principal tombe amoureux d'une prostituée. Et pour pouvoir vivre son amour avec elle, il lui faut donc de l'argent qu'il va aller demander à son père. Donc le personnage principal s'appelle Argirippe. Il lui faut de l'argent et donc il va aller en demander à son père, Déménète, qui en échange lui demande de passer une nuit avec elle, ou plutôt il passe par l'intermédiaire du proxénète pour exiger, après paiement des frais de son fils, de passer aussi une nuit avec la jeune fille. Et dans la scène que je vais vous lire, la femme de Déménète, donc du père du personnage principal, se rend compte qu'il passe beaucoup de temps à l'extérieur, se demande ce qu'il fait et le suit jusqu'au bordel. Et un parasite lui propose d'écouter la conversation qu'il a avec Argirippe. Alors je vous lis tout de suite cette scène. Le parasite. Silence. Guettons-les sans nous laisser voir et voyons ce qui se passe. Argirippe. Et mon père, quand finiras-tu de l'embrasser? Déménète. Je t'avoue, mon fils. Argirippe. Quoi? Déménète. Que je raffole d'amour pour elle. Le parasite. Tu entends? Artémone. J'entends. Déménète. Et je ne déroberai pas à ma femme son manteau le plus précieux pour t'en faire présent. Non, par Pollux. Je n'y renoncerai pas, même pour l'assurance de sa mort avant la fin de l'année. Le parasite. Crois-tu qu'il commence d'aujourd'hui à fréquenter les mauvais lieux? Artémone. Par ma foi, c'était lui qui me volait, et le soupçon tombait sur mes femmes, les pauvres innocentes. Je les faisais mettre à la question. Argirippe. Mon père, ordonne qu'on verse à boire. Il y a longtemps que j'ai vidé la première coupe. Déménète.
Esclave, commence par le haut bout. Argirippe est couché à sa droite. Et toi en bas, à Philénie, donc c'est l'amante d'Argirippe, qui est couchée à sa gauche, la tête près de la poitrine du vieillard. Pendant ce temps-là, donne-moi un baiser. Artémone à part. Mort de ma vie, comme il la baise, le bourreau, digne parure de cercueil. Déménette. Sapristi, voilà une haleine un peu plus douce que celle de ma femme. Philénie. Chérie, dis-moi, est-ce que ta femme pue du bec? Déménette. Pouah, j'aimerais mieux, s'il le fallait, boire l'eau de Santine que de l'embrasser. Boire l'eau d'une Santine que de l'embrasser. Artémone. À part. En vérité, à part ma foi, tu paieras cher ces horreurs. Laisse faire. Quand tu rentreras, je te montrerai ce que c'est que d'insulter une épouse qui t'a apporté une dot. Philénie. Tu es malheureux, ma foi. Artémone à part. Ma foi, il le mérite. Argirippe. Dis-moi, mon père, aimes-tu maman? Déménette. Moi, je l'aime à présent parce qu'elle est loin. Argirippe. Et quand elle est auprès de toi? Déménette. Je voudrais qu'elle fût morte. Le parasite. Voilà un homme qui t'aime, à ce qu'il paraît. Artémone. Par Castor, il fallait un bon placement. S'il rentre aujourd'hui à la maison, je l'embrasserai de manière à me venger. C'est vraiment un bon auteur pour commencer parce que c'est très drôle, c'est facile à lire, on comprend assez bien les situations. Après, il y a des pièces qui sont plus ou moins bien ficelées parce qu'on n'a pas tout gardé. Je vous recommande vraiment de lire Plaute, c'est vraiment très très drôle. L'auteur suivant que je voulais vous recommander, c'est de nouveau un auteur grec. Je les alterne un petit peu, même si au fond, il n'y a pas vraiment d'ordre à mon classement. C'est un auteur cette fois-ci de la période classique de la Grèce, qui est né vers 430 avant Jésus-Christ et qui est mort vers 355. Et il s'agit de Xénophon. Donc je vous recommande cet auteur parce que c'est souvent l'auteur par lequel on commence à traduire le grec. Il y a des traités, c'est un peu comme Plutarque en fait, c'est une œuvre qui recouvre pas mal de sujets et qui peut se picorer. Il écrit de l'histoire, il écrit de la philosophie, mais il écrit aussi des choses beaucoup plus prosaïques. Par exemple, il a écrit une économique, un traité sur la gestion de la maison, de l'État, etc., de son argent. Il a écrit un traité sur la chasse, il a écrit un traité sur des traités de politique sur les constitutions de Sparte et d'Athènes. Donc voilà, c'est assez large, mais de 1, le grec est pas trop dur, alors ça dépend des passages évidemment, mais par exemple l'économique c'est un des textes qui est proposé de traduire relativement au début de l'ère Mayonne, donc c'est pas, si vous faites un peu de grec et que vous commencez, c'est pas trop dur à traduire. Donc ces grandes œuvres, c'est des œuvres d'histoire, que sont l'Anabase et la Syropédie. C'est des œuvres qui parlent en fait des relations entre la Grèce et la Perse. En fait, ce qui est intéressant aussi chez Xénophon, c'est qu'il prend pas toujours le parti le plus attendu. C'est-à-dire qu'en fait, il a été mercenaire dans l'armée de Cyrus. Donc le fils de Xerxès. Xerxès, c'est le roi qui a combattu contre les Grecs pendant les guerres médiques. Et donc c'est assez intéressant parce que Xénophon, il est parti d'abord en tant qu'observateur dans l'armée de Cyrus, et ensuite, vu qu'il a été mal reçu à Athènes après justement ce passage dans l'armée médique, et donc il est reparti en Perse. Donc c'est assez intéressant, ces ouvrages historiques. Donc l'Anabase raconte l'aventure des 10 000. Donc c'est 10 000 mercenaires grecs, surtout spartiates, qui ont été engagés par l'armée de Cyrus pour combattre le frère de Cyrus, Artaxerxès II. Et la Syropédie, c'est l'éducation de Cyrus. Et en fait, Cyrus, c'est vraiment un personnage qui est vu de manière très favorable par Xénophon. Et donc la Syropédie, c'est un ouvrage dans lequel il montre comment l'éducation particulièrement propice que Cyrus a reçue a fait de lui le grand général, le grand gouverneur, le grand chef d'État qu'il est d'après Xénophon. C'est assez intéressant d'avoir du coup quelqu'un qui admire les Perses et qui en parle, parce qu'en général on a plutôt le regard grec sur les Perses et un regard très défavorable. Ce qui est intéressant aussi avec Xénophon du coup, c'est qu'il parle de philosophie, et en fait il était l'élève de Socrate au même titre que Platon, mais il s'entendait pas du tout avec Platon. Il considère en fait que Platon déformait. C'est vrai que quand on lit les ouvrages de Platon, c'est assez difficile de différencier qu'est-ce qui est du Platon, qu'est-ce qui est du Socrate, mais du coup c'est assez intéressant parce que Xénophon il va expliquer certains principes
présenté également par Platon, mais de manière un peu plus simple et épurée pour revenir vraiment à l'enseignement de Socrate. Et donc par exemple on a un banquet de Xénophon qui est pas très long, donc ça se lit, et la grande œuvre sur Socrate qu'il a écrit, c'est les Mémorables, où en fait il fait régulièrement l'éloge de Socrate et où il raconte son procès et la vaillance de Socrate face à sa sentence, aux altercations avec le tribunal, avec la justice athénienne, etc. Donc c'est assez intéressant et comme dit, c'est relativement simple. Ça peut être intéressant de lire peut-être quelque chose rapidement sur la vie de Socrate, par exemple sa page Wikipédia, hein, rien de fou, mais c'est pas trop inaccessible je trouve. Au niveau du grec, de la langue, du style, c'est pas du tout inaccessible, et au niveau de ce qu'il raconte, je trouve que c'est régulièrement très intéressant. Alors le passage de Xénophon que j'ai choisi, c'est un passage de la Cyropédie, c'est le début de la Cyropédie. Xénophon explique que l'exemple de Cyrus nous apprendra à gouverner les hommes. Il m'est parfois arrivé de considérer combien de démocraties ont été renversées par des partisans de quelque autre régime que le régime démocratique. Combien aussi de monarchies et d'oligarchies ont été détruites jusqu'à présent par les factions populaires, et parmi ceux qui ont essayé d'usurper la tyrannie, combien ont été renversés presque aussitôt ou sont admirés comme des sages et des favoris de la fortune pour peu qu'ils aient conservé le pouvoir. J'ai cru remarquer aussi que, dans beaucoup de maisons particulières, composées les unes de nombreux domestiques, les autres de très petits nombres de serviteurs, les maîtres étaient tout à fait impuissants à se faire obéir même de ce petit nombre. J'ai remarqué encore que les bouviers aussi ont autorité sur les bœufs, les éleveurs de chevaux sur les chevaux, et tous ceux qu'on appelle pasteurs sont justement regardés comme les maîtres des bêtes dont ils ont la surveillance. Or il m'a semblé que tous ces troupeaux obéissent plus volontiers à leurs pasteurs que les hommes à leurs gouvernants. Les troupeaux en effet suivent le chemin où le berger les dirige. En outre, ils le laissent user suivant son bon plaisir des produits qu'ils fournissent. Et je n'ai jamais vu qu'un troupeau ait conspiré contre son pasteur pour lui refuser l'obéissance ou l'empêcher de jouir de ses produits. Et si les bêtes sont méchantes, c'est envers tous les étrangers plutôt qu'envers ceux qui les commandent et vivent à leurs dépens, tandis que les hommes ne conspirent contre personne plus volontiers que contre ceux qui laissent voir l'ambition de les commander. Ces considérations m'ont amené à conclure qu'il n'est pas pour l'homme d'animal plus difficile à gouverner que l'homme. Mais quand je fais réflexion que Cyrus, un Perse, s'était fait obéir d'un nombre immense d'hommes, de villes et de nations, je fus contraint de changer d'avis et de reconnaître que ce n'est pas une tâche impossible ni difficile que celle de gouverner les hommes, pourvu qu'on s'y prenne avec adresse. Et en effet, Cyrus, nous le savons, était obéi volontairement par des peuples éloignés, les uns de plusieurs jours de marche, les autres de plusieurs mois, de peuples même qui ne l'avaient jamais vu, ou qui étaient assurés de ne le voir jamais, et cependant ils se soumettaient tous sans contrainte à son autorité. C'est une œuvre très intéressante, pas trop aride je trouve, pour de l'histoire, de la philosophie et tout, et assez accessible au niveau des idées qui sont présentées. Donc voilà, pour commencer je pense que c'est aussi très bien. Il me reste deux auteurs qui sont deux auteurs latins. Le premier, il y a des vraies pépites dans son œuvre, et en fait c'est un auteur à la vie déjà très très intéressante. Quand vous ferez vos petites recherches, si vous commencez à lire son œuvre sur sa vie et tout, vous allez être passionné parce que c'est vraiment super intéressant. C'est un personnage qui revient encore beaucoup dans la littérature moderne, on va dire, pas forcément là ces 5 dernières années, mais dans la littérature à partir de la Renaissance. Et c'est un auteur aussi qui écrit des textes de genres variés. Il s'agit de Sénèque, qui est un philosophe mais aussi un dramaturge, un pédagogue, un homme politique. Il a beaucoup de cordes à son arc. Et voilà, donc je vous recommande de lire sa littérature parce qu'on connaît déjà relativement bien en général l'argument des pièces qu'il a écrites, parce que c'est des pièces qui ont été ensuite reprises par le théâtre classique, Racine, Corneille, etc. Surtout Racine qui aimait bien Sénèque quand même. Donc par exemple la Médée, Oedipe ou Phèdre, c'est plus connu. Et ensuite ces autres œuvres qui sont aussi un petit peu comme pour Xénophon, Plutarque et tout, des fragments. C'est assez intéressant parce que c'est de la philosophie, mais de la philosophie stoïcienne, donc de la philosophie de la mise en pratique. Un peu comme philosophie plus au sens où on l'appellerait aujourd'hui philosophie de vie un peu. C'est assez accessible parce que il écrit ses différentes pensées philosophiques à des amis en général, donc soit sous forme de traités, soit sous forme de lettres, et particulièrement dans les lettres à Lucilius, dont je voulais vous lire un extrait. Alors il s'agit de la lettre 12 qui concerne les avantages de la vieillesse. Donc je vous lis la fin de cette lettre.
J'ai vécu jusqu'au bout, j'ai fourni ma carrière. Si Dieu nous accorde un lendemain, soyons heureux de le recevoir. On jouit pleinement et avec sécurité de soi-même quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir « j'ai vécu » peut dire le matin « je gagne une journée ». Mais il est temps de clore ma lettre. Quoi, dis-tu, elle m'arrivera sans la moindre aubaine ? Ne crains rien, elle te portera quelque chose. Quelque chose, ai-je dit, beaucoup même. Car quoi de plus excellent que ce mot que je lui confie pour te le transmettre ? Il est dur de vivre sous le joug de la nécessité, mais il n'y a nulle nécessité d'y vivre. Et comment y en aurait-il ? De toutes parts s'ouvre à la liberté des voies nombreuses, courtes, faciles. Rendons grâce à Dieu. On ne peut retenir personne dans la vie, point de nécessité que l'homme ne puisse fouler aux pieds. Il y a des piqûres, dis-tu ce mot-là. Pourquoi donner ce qui n'est pas à toi ? Toute vérité est mon bien, et je ne cesserai de t'envoyer de l'épicure à foison, pour que les gens qui jurent d'après un maître et considèrent non ce qu'on a pu dire, mais qui l'a dit, sachent que les bonnes pensées appartiennent à tous. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant chez Sénèque, c'est que il va aussi piocher dans un peu toutes les philosophies ce qu'il y a d'intéressant. Et c'est un peu un auteur aussi qui fait la liaison, le lien entre la latinité païenne et la latinité chrétienne. Voilà, il a vécu sous Néron, il a été le précepteur de Néron, et vous savez peut-être qu'il y a eu d'énormes phases de persécution sous le règne de Néron des chrétiens. Il est encore franchement ancré dans la latinité, il n'est pas du tout, c'est pas un auteur chrétien, hein. Il est très fortement ancré quand même dans la latinité classique, dans la philosophie stoïcienne, épicurienne, tout ça, mais surtout stoïcienne quand même. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir comment le stoïcisme en fait était une porte assez favorable pour rentrer dans le christianisme à l'époque. Alors le dernier auteur que je vous recommande, peut-être que ça va vous paraître un peu évident, mais je vous recommande pas forcément l'œuvre chez lui qui est la plus connue. Cet auteur, ce dernier auteur, c'est encore un auteur latin, c'est Ovide, qui est un auteur qui vit à cheval sur la fin du 1er siècle avant et le début du 1er siècle après, donc sous le règne d'Auguste. Il naît en 443 et il meurt en 1718. Après, c'est aussi un auteur de la transition un peu, de la transition de la République à l'Empire. L'œuvre qu'on connaît le plus souvent, c'est les Métamorphoses, mais je trouve que les Métamorphoses, ça peut être un petit peu difficile parfois de rentrer dedans. Enfin, c'est assez lisible, hein. Il y a pire en matière de mythologie, il y a bien pire. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de noms inconnus, ça peut être assez intimidant, c'est un gros livre même si c'est à l'intérieur que des petites histoires. Donc je recommande quand même les Métamorphoses parce que pour s'initier à la mythologie, je trouve que c'est une assez bonne porte d'entrée. Mais ce que je vous recommanderais, c'est plus ces autres œuvres, notamment L'Art d'aimer, les Héroïdes et les Métamorphoses, les Tristes. Et en fait, le passage que je voulais vous lire, c'est un passage des Héroïdes. Donc en fait, dans les Héroïdes, il écrit des lettres fictives que des personnages mythologiques pourraient s'être envoyés. Donc si vous aimez les réécritures de l'Antiquité ou de la littérature antique, et ben c'est ce que fait Ovide en fait, dans ses lettres. Donc il fait écrire une lettre de Pénélope à Ulysse, une lettre de Briséis à Achille par exemple, de Phèdre à Hippolyte, de Médée à Jason, etc. Et moi celle que je voudrais vous lire, c'est celle d'Ariane à Thésée. Et c'est assez intéressant parce qu'il prend souvent le parti des femmes, et c'est souvent les femmes qui envoient des lettres, et ça se lit très bien. Il faut un tout petit peu connaître les personnages, mais comme je vous ai montré, la plupart du temps c'est des personnages très connus, il y en a quelques-uns qui sont un peu moins connus, mais du coup vous pouvez les skipper ou juste faire une petite recherche rapide. Mais voilà, Ariane et Thésée en général, on voit à peu près le Minotaure, c'est le frère d'Ariane, Thésée tue le Minotaure, il se marie avec Ariane, il l'abandonne sur une île. Donc Ovide imagine qu'Ariane écrit une lettre à Thésée après qu'il l'ait abandonnée sur son île. J'ai trouvé la race entière des animaux plus douce que toi, et je n'avais à redouter d'aucun être plus de maux que tu m'en causes. Ce que tu lis, je te l'envoie Thésée, du rivage d'où les voiles emportèrent sans moi ton vaisseau, du lieu où je fus indignement trahi, et par mon sommeil, et par toi qui en profita dans ton odieuse perfidie. C'était le moment où la terre est couverte de la transparente rosée du matin, où les oiseaux gazouillent sous le feuillage qui les couvre. Dans cet instant d'un réveil incertain, toute languissante de sommeil, j'étais pour toucher Thésée, des mains encore appesanties.
Personne à côté de moi. Je les étends de nouveau, je cherche encore. J'agite mes bras à travers ma couche. Personne. La crainte m'arrache au sommeil. Je me lève, épouvantée, et me précipite hors de ce lit solitaire. Ma poitrine résonne aussitôt sous mes mains qui la frappent, et ma chevelure, que la nuit a mis en désordre, est bientôt arrachée. La lune m'éclairait, je regarde si je puis apercevoir autre chose que le rivage. À mes yeux ne s'offre rien que le rivage. Je cours de ce côté, d'un autre, partout d'un pas incertain. Un sable profond retient mes pieds de jeune fille. Cependant, tout le long du rivage, ma voix crie « Thésée ». Les autres creux répétaient ton nom. Les lieux où j'errais t'appelaient autant de fois que moi-même et semblaient vouloir secourir une infortunée. Il est une montagne au sommet de laquelle apparaissent des arbustes en petit nombre. De là pend un rocher miné par les eaux qui grondent à ses pieds. J'y monte, le courage me donnait des forces, et je mesure ainsi la vaste étendue des mers que je domine. De ce point, car les vents cruels me servirent alors, je vis tes voiles, enflés par l'impétueux Notus. Soit que je les visse en effet, soit que je crusse les voir, je devins plus froide que la glace, et la vie fut près de m'échapper. Mais la douleur ne me laisse pas longtemps immobile, elle m'excite bientôt, elle m'excite, et j'appelle Thésée de toute la force de ma voix. « Où fuis-tu » m'écriai-je. « Reviens, barbare Thésée. Tourne de ce côté ton vaisseau. Il n'emporte pas tous ceux qui le doivent monter. » Telles furent mes prières, les sanglots suppléaient à ce qui manquait à ma voix, des coups accompagnaient les paroles que je prononçais. Voilà, je ne vais pas tout vous spoiler, mais déjà c'est magnifique, on est d'accord. En latin c'est magnifique aussi, mais c'est pas facile au vide quand même à traduire, mais voilà, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez la poésie, si vous aimez la mythologie et tout, je vous recommande vraiment de lire les Héroïdes et l'ensemble de l'œuvre d'Ovide, mais les Héroïdes c'est assez accessible parce que c'est des lettres courtes et qui mobilisent en général des personnages voilà, mythologiques qui font maintenant partie un peu de la pop culture en fait avec toutes les réécritures qu'il y a en ce moment. Donc c'est assez accessible et c'est très très beau. Donc voilà, j'espère que ces recommandations vous ont plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées dans les commentaires. Je vous signale aussi, je vous donne l'info, les 2 premières semaines d'août, donc c'est bientôt en fait, il faut que je fasse l'annonce officielle dans l'onglet communauté et tout, mais je ferai des lives où on lira ensemble l'Iliade et où je vous donnerai des clés d'interprétation et tout ça. Parce que c'est ce genre de textes là justement qui sont assez intimidants quand on les lit tout seul et qu'on n'a pas beaucoup de culture antique, mythologique et tout au début. Donc je pense que ça peut être une bonne chose de le lire avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. L'Iliade c'est pas non plus... Enfin je connais bien l'Iliade parce que c'est un livre que j'adore, mais je suis pas une spécialiste d'Homère, moi je suis spécialiste de l'Antiquité tardive, donc voilà, mais il faut connaître un peu Homère. Donc je vais faire mes petites recherches en attendant que les lives arrivent et tout. Mais voilà, on lira ça ensemble et ça vous permettra de poser vos questions pendant les lives. Je sais pas si je pourrais répondre à tout directement, mais au pire je ferai mes petites recherches et le lendemain je répondrai. Et voilà, on lira 2-3 chants par live, et bon, ça prendra un certain temps parce que c'est gros. Mais voilà, je suis très excitée de relire ce livre avec vous que j'aime tellement, de vous en parler, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses sur ces lives parce que ça va me prendre un certain temps. Donc voilà, et beaucoup de travail. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'Iliade mais que c'est une œuvre qui vous intimide, on lira ça ensemble. Et voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.